Il y a cette image aussi de la danseuse qui mange pas, qui a sa pomme et sa bouteille d'eau. Mais non, ça va pas, ça marche pas. Tu vois des chiffres en fait, tu vois plus la nourriture, tu vois des chiffres. Bonjour, c'est Manon avec Simply Well et aujourd'hui on va parler de challenge et de résilience de mon parcours de danseuse à New York. La vie de danseuse, ça fait un peu rêver. C'est quoi un petit peu les revers de la médaille ? C'est un monde qui est tellement dur, mais tellement dur. Enfin, c'est des heures et des heures et des heures de travail à se comparer aux autres. Et donc c'était tout le temps à me dire, je mange ça, oui je peux, mais pas trop parce que sinon ça va affecter ma performance de danse. T'as eu une période difficile toi à ce niveau-là ? Alors, ça m'est arrivé, je me souviens vraiment de ce jour où j'étais dans mon placard à la maison, de me dire bon, là il va y avoir un problème, mais ça risque de durer un petit moment. T'es juste en mode, t'avances. Tu mets les œillères, t'as faim, c'est pas grave. T'as trop mangé justement, c'est pas grave. J'étais tellement déconnectée de tout ce que mon corps m'envoyait. C'est quand que t'as pris conscience de ça ? Ce déclic, je pense que c'est arrivé un peu... Avant de commencer avec cet épisode passionnant, retrouvez votre média bien-être préféré, soit sur Instagram ou alors via notre newsletter. On vous partage beaucoup de conseils bien-être là-bas aussi. Et si vous aimez ce qu'on fait chez Bien-être Simple, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et aussi à nous laisser un petit commentaire. Promis, ça nous aide beaucoup. Et puis, si vous voulez voir un invité sur notre podcast ou que vous avez une histoire à nous partager en lien avec la santé et le bien-être, n'hésitez pas à nous envoyer un email à podcast@bien-être-simple.com. Vous le retrouverez en description de l'épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec l'épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well. Aujourd'hui, on a la chance de vous recevoir dans ce magnifique studio à New York et on a aussi la chance de recevoir Manon Allais. Du coup, on va un petit peu parler de ton expérience en tant que danseuse professionnelle. Tu es aussi professeure de pilates, de fitness. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Manon. Je viens de Tarbes, originairement, donc le sud-ouest de la France. Mm-hmm. Et donc moi, je viens d'une famille d'artistes, oui, bizarrement. Ma maman était danseuse, toujours maintenant professeure de danse. Mon papa est ingénieur du son. Et j'ai commencé à me diriger vers la danse assez tôt. À 12 ans, je suis partie à Coutras, dans une école pré-professionnelle, donc un peu intensif, en mode CNED et danse l'après-midi ou le matin, enfin on danse tout le temps en gros. Et jusqu'à ce qu'après, je parte en Belgique pour être au Royal Ballet d'Anvers. Après, j'ai arrêté la danse pendant un an et demi, où je me suis un peu juste remis en question. Et la vie a fait que, en fait, New York est arrivé. Et en faisant un an, en me disant, bon, on va voir ce qui se passe, on reprend doucement. Et je suis tombée amoureuse de la ville, retombée amoureuse de la danse aussi. Et un an, ça fait 2, ça fait 3. Et 10 ans plus tard, maintenant, je suis fière et très heureuse de me dire, voilà, je suis danseuse ici. Et, j'arrive à en vivre et à vraiment retrouver une passion du mouvement et de... Est-ce que ça a toujours été évident pour toi que tu allais faire une carrière de danse ? Est-ce que c'était quelque chose dont tu rêvais ? Alors, oui et non, c'est marrant, c'est une question très bizarre que moi je me pose souvent quand je me suis jamais dit « Ah ouais, je veux être danseuse ». Ça s'est fait en fait du fait que mes amis ils pensaient un peu plus sérieusement et moi je me disais pourquoi pas moi non plus, en fait je me voyais pas faire autre chose. Mais la danse, dès que ça sortait de ma vie, en fait il y avait un manque, donc ça s'est plus fait en fait dans le sens où s'il y avait pas de danse, il y avait une partie de moi qui était pas forcément heureuse, mais être danseuse toute ma vie, non, c'était pas forcément ce que j'avais en tête. Est-ce que tu avais des a priori sur le métier de danseuse ? Genre le fait de faire une carrière dans la danse, est-ce qu'il y avait des a priori du style est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ça ? Est-ce que je vais pouvoir réussir simplement Oui. Justement, c'était la raison pour laquelle au départ ma maman ne voulait pas forcément, ne m'a jamais poussée, parce que tout le monde me dit « Ah, mais ta maman est danseuse, donc elle a dû te pousser à fond. » Pas du tout. C'était vraiment même l'inverse, parce qu'elle savait à quel point c'était un métier dur. Justement, on gagne pas beaucoup de sous. Enfin, moi, c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers le fitness après. Parce que les gens qui ne gagnent leur vie qu'en faisant de la danse, ils sont quand même assez rares. Et je savais aussi que une carrière de danse, normalement, ça s'arrête. Enfin, en tout cas, dans la façon dont moi, on m'avait dit jeune, on m'avait dit, à 20 ans, c'est la fin, 25, c'est fini, tu danseras plus. Et donc, il va falloir que tu penses à autre chose plus tard. Ce que maintenant, moi, je me bats, mais à fond, pour faire comprendre aux gens que non, tu peux avoir 40 ans et danser, et être en forme. Et les deux sont possibles.
avec une approche différente, bien sûr. On va en parler un peu plus en profondeur, mais c'est quoi ta routine exactement, dans le sens où tu vas faire ton sport le matin et ensuite tu vas répéter parce que tu fais des spectacles aussi, genre donc en tant que danseuse ici à New York? Ouais. Donc les 2 compagnies avec lesquelles je travaille ont des saisons un peu assez différentes. Celle avec laquelle je répète 2 fois par semaine, donc on a 2 fois 4 heures, des fois 3 fois par semaine, ça dépend. Mais ouais, donc je me lève, je fais du crossfit. je vais à mon crossfit. Des fois je cours, ça dépend l'intensité de la journée, mais j'essaye aussi de courir un peu. Je vais en répétition et là par exemple ça dépend, ça change vraiment tous les jours. Le mardi j'ai une cliente par exemple, j'ai pas de répétition. Le mercredi j'ai 2 cours avant ma répétition, après j'ai 4 heures de répétition, j'ai un cours après et une répétition avec une autre compagnie le soir. Donc ça fluctue énormément, ce que moi me convient parce que j'aime bien pas avoir la même chose tous les jours, donc c'est agréable. Et alors pourquoi New York? Pourquoi t'as décidé de partir à New York aussi jeune en plus? C'est à l'époque, moi, quand j'étais à Bordeaux et que c'était mon année où j'ai un peu arrêté la danse, j'étais repartie en fac, j'avais fait fac de psycho à la Victoire à Bordeaux. J'ai fait genre un semestre, je me suis arrêtée après. Mais en fait, je voulais faire un peu de danse et le copain que j'avais à l'époque m'a dit mais j'ai une amie qui fait de la danse et elle a une prof qui est géniale, elle adore, tu devrais la voir. Moi, un peu comme ça, pourquoi pas, reprendre des cours le soir, ça me ferait du bien. De toute façon, le sport me manque, donc ouais, ça serait cool. Quand j'ai rencontré ce prof, déjà grand coup de cœur, Fabienne Chaumet, une passion et une rigueur dans le travail qui, moi, en fait, me faisait énormément de bien. Et on commence à travailler un peu ensemble, et un jour, elle me regarde, me fait ah non, mais pourquoi t'as arrêté tout ça quand même? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, je lui explique un peu tout ça et au final, elle me dit, écoute, il y a ce stage en Italie avec l'École Alvinale, va le faire cet été, ça pourrait être sympa. Moi, je me suis 2 semaines en Italie, trop cool. En plus, je fais un peu de danse, pourquoi pas? Et en fait, en finissant ces 2 semaines, il y avait une audition et si on avait fait tous les cours, on avait le droit de passer l'audition. Moi, j'avais réussi à faire tous les cours, donc pourquoi pas, on est là. Et voilà, 2 semaines plus tard, je reçois un email. C'était en août, vous avez été accepté pour la rentrée de septembre à New York, à l'École Alvinale. Wow. Je me souviens, mes parents, allez, on ferme tout, c'est parti. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Et moi, je dis, ouais, pourquoi pas. Allez, on y va, on essaye. Et on est reparti. Je me souviens, on venait juste d'arriver en vacances. On repart à Tarbes pour refaire mon passeport que j'avais, qui était plus à jour. Et au final, j'ai fait ma rentrée en septembre. Et de là, mais pareil, je suis tombée amoureuse de l'école. Et j'ai eu une scholarship l'année d'après, une autre l'année d'après. C'est vrai que la vie de danseuse, ça fait un peu rêver. Enfin, en tout cas, la vie d'artiste, je pense, ça en fait rêver plus d'un. On a l'impression que c'est très glamour, que c'est absolument magique. C'est quoi un petit peu les revers de la médaille? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y en a beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de... c'est très dur pour le corps. Enfin, surtout, moi, c'était en formation classique, tout ce qui est les pointes, tout ça. C'est douloureux. C'est des heures et des heures et des heures de travail et de répétition et depuis qu'on est tout petit, c'est quelque chose où on répète les mêmes pas, à se comparer aux autres, à pas forcément à se dire je peux toujours faire mieux parce que c'est jamais parfait. On va vers la perfection qu'on sait qu'on n'atteindra jamais. Donc c'est très philosophique quand on y pense à ça, à travailler comme ça, mais non, c'est pas si glamour qu'on le pense, ça c'est sûr. Avec tout ce qui est les blessures qu'on peut avoir, c'est compliqué. T'en as eu beaucoup, toi, des blessures dans ta carrière? Ouais. Hanches, j'ai avec des pubalgies, des grosses tendinites. J'ai été arrêtée un moment pendant 6 mois, avec douche. J'étais vraiment sur mon canapé, je pouvais pas bouger. Des opérations au pied, parce que j'avais des os incarnés, mais très, 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 très violents, mauvais. Donc, opération, j'en ai eu pas mal. Je me suis rien cassée. Beaucoup de chance. Je touche du bois. Ça fait partie du jeu. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que maintenant, avec moi, ce que j'ai appris, je me dis, mais il y a tellement de blessures qui auraient pu être évitées si j'avais appréhendé mon entraînement différemment, si j'avais nourri mon corps différemment. Il y a plein de choses, en fait, qui auraient pu être évitées, ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux m'en dire plus, justement, de cette réalisation-là que tu as eue, puis justement... Tu parlais de l'alimentation, mais tu parlais comment est-ce que tu aurais pu éviter ces blessures-là? En tant que danseur, moi, je me souviens tout le temps, en fait, m'étirer le plus possible, essayer
pour avoir des extensions. Donc je me disais toujours, il faut juste que j'étire plus mes muscles. Mais en comprenant maintenant, en étant, avec les connaissances que j'ai, si tu étires un muscle c'est un élastique. Tu continues à étirer, l'élastique, à un moment, il va soit casser, ou il va se détendre, les fibres musculaires vont se détendre. Donc, nous commencer à pas, on avait tellement peur de lever des poids, on disait ah non mais on va avoir des muscles qui grossissent, alors que pas du tout. Donc là c'est vrai que moi cette réalisation que j'ai commencé j'en faisais petit à petit, mais ça s'est vraiment fait que moi j'ai recommencé à prendre du CrossFit, qui m'a vraiment fait avoir une différente vision. Alors après c'est vrai que je le fais avec mon approche de danseuse, mais moi en fait je vois surtout quand j'ai mes muscles qui commencent à fatiguer, quand je commence à être sur ça va pas bien, la première chose que je fais, on se remet au renforcement musculaire plus doux peut-être, mais c'est on essaye d'être plus vigilant là-dessus, et ça me sauve mes jambes plein de fois. On le sait que le renforcement musculaire est très 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 important, et ces corps de danseurs sont puissants, à un point qu'on n'imagine pas, sans avoir les outils qui normalement nous aident à avoir cette puissance. Donc imaginez si on arrive finalement à leur donner les outils pour travailler cette force, cette puissance, de façon qui ne va pas mettre les muscles dans des positions très intenses que la danse pourrait faire. Ça leur donne un tremplin de fou en fait au final. Et pourquoi selon toi il n'y avait pas, en tout cas peut-être il y a plus cette prise de conscience aujourd'hui, mais pourquoi il n'y avait pas cette prise de conscience là dans le monde de la danse dès le début? Je pense que c'est des connaissances qu'on n'avait pas, ou des choses qui sont ancrées en nous en disant on va lever dès qu'on va lever des poids, mais mes muscles ils vont se mettre à gonfler, je vais directement prendre en force. Est-ce que en danse classique il faut des muscles longélignes, il faut pas que ça, si t'as trop de muscles ça va bloquer ta mobilité. Je pense qu'il y avait plein de peurs de cette façon-là, et comme on connaissait pas encore, c'est assez nouveau, toutes ces recherches qu'on fait sur le développement physique, c'est très très c'est comme tous ces trucs de diet, faut pas manger de carbs, faut pas manger de tous ces trucs qui sont pareil ancrés en nous, on sait pas trop d'où ça vient, on l'a lu quelque part, peut-être maman nous disait ça, c'est tellement Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport à l'alimentation, là tu parlais des carbs, donc des glucides, pour ceux qui connaissent pas. Mais oui, justement, le rapport à l'alimentation dans ton métier de danseuse, ça a été quoi? Très compliqué, ça c'est sûr. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais oui, c'était à toujours. Ce que je mets dans mon corps va avoir un effet sur mon physique. Et donc c'était tout le temps à me dire je mange ça, oui je peux, mais pas trop, parce que sinon ça va affecter ma performance de danse, ou ça va affecter mon physique, donc je serai une danseuse qui est peut-être moins bien, ou j'aurai moins de chance d'être vue parce que je suis pas par rapport au physique qui demande. Donc c'est vrai que c'est compliqué. En plus c'est une époque où on grandit beaucoup, donc le corps dépense énormément d'énergie pour la croissance. On étudie, donc aussi, le cerveau brûle énormément d'énergie, et donc souvent on a tout le temps faim, mais on se prive. Moi, je sais que je me privais, mais je m'en rendais pas compte. Pareil, pour moi, c'est normal. Et puis en plus, je suis une fille, donc il faut que je dois manger moins que les garçons. Et quand je me souviens, quand on était en internat, moi des fois je me servais autant que les gars, et c'était à te faire des petites réflexions, genre voilà. Donc et en plus avec tout ce qu'on lit dans les magazines, la fausse information qu'on nous envoie à la tête. Et puis il y a cette image aussi de la danseuse qui mange pas, qui a sa pomme et sa bouteille d'eau, et mais non, ça va pas, ça marche pas. Et c'est justement comme ça. Non mais c'est ça, et justement, et c'est justement comme ça qu'on se blesse, parce que les muscles, s'il y a pas d'énergie, le corps va le prendre dans les muscles, donc il va commencer à manger vos muscles. Donc au final, quand t'essayes de faire du muscle pour être plus fort, mais que ton corps est en train de prendre toute cette énergie dans tes muscles, c'est comme ça que tu te blesses. Oui. Je pense que je me serais enlevé quelques moments un peu compliqués si j'avais eu cette réalisation. Mais après, les danseurs sont très têtus, donc c'est aussi des fois compliqué. Et, on me l'a dit aussi, je pense, plein de fois, et c'est moi qui n'ai pas forcément voulu écouter aussi. Donc, on t'a dit à plusieurs reprises que ton alimentation... Oui, qu'il fallait que je fasse attention, que là, peut-être, je faisais trop attention, justement, et que, je comprenais pas, en fait, que ça aurait... que en me laissant plus de temps pour arriver à faire les choses, j'y serais arrivée, en fait.
parce que je voulais tellement que tout soit très très vite. Allez, bon, en 1 mois, ça sera réglé, j'aurai le physique que je veux. C'est impossible de faire. Ouais. Mais toi, d'autant plus si tu étais une danseuse et que tu avais énormément d'activités physiques. Et c'est là où je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir des journées comme ça, avec juste autant de demandes physiques et mentales. Je me dis, mais c'est normal que j'ai pété un câble au bout d'un moment. C'est tout à fait normal. Et c'est drôle parce que quand je travaille avec des danseurs qui veulent maintenant perdre un peu de poids, je leur dis, alors on fait ça sur 6 mois à 1 an. C'est pas parce que, et c'est du rééquilibrage alimentaire, parce que moi le but c'est pas de tout enlever d'un coup. Voilà, le corps oui il va descendre bien sûr, parce que si t'es sous un déficit calorique, bien sûr que ton corps il va perdre, c'est mathématique. Mais le but c'est donc comment arriver à ce que ton corps soit avec une forme qui toi te convienne, mais avec un style de vie qui te convient aussi, où t'as assez d'énergie pour vivre. Ne pas être déprimé, parce que ça aussi, ça joue sur le moral. C'est pas. On peut tenir sur 3 semaines, on peut y arriver, c'est déjà compliqué, mais 1 mois c'est plus compliqué, 2 mois, 3 mois. Et c'est pour ça souvent, moi je travaille minimum 3 mois avec les gens. Je prends pas moins, parce que c'est pas possible. Si on veut que ça reste sur du long terme, ça prend du temps. Ouais, le corps, il répond. Quand on est jeune, il n'y a pas de souci. Le corps, on peut lui taper dessus, il va continuer. Mais c'est plus tard. Ouais. C'est là où on se dit, T'as eu une période difficile, toi, à ce niveau-là? T'as eu une période... En fait, c'était dû à une blessure? J'avais une blessure à la hanche qui avait commencé... je sais pas, je devais avoir 12, 13, un petit truc. J'ai toujours un petit peu de... comment on dit ça? Un pinch, comme un pincement. Un pincement. J'avais tout le temps un petit pincement, donc je me disais peut-être tendinite, tout ça, super encore. Ça passe parce que après c'est les vacances, donc tu danses un peu moins, donc le corps récupère. Mais bon, comme tu fais pas le renforcement qu'il faut, au final, quand tu reprends à fond, pareil, et ça recommence et ça continue jusqu'à ce que ça s'est tourné en pubalgie. Donc pubalgie c'est plus gros qu'une tendinite, c'est vraiment une grosse inflammation des tendons. Donc là toute la hanche bloquée, je pouvais même juste de marcher. J'avais la hanche qui était comme ça, donc au final, c'est 3 mois d'arrêt, et là tu fais genre non. Et donc c'est je reviens à la maison, donc sur le canapé, mais papa maman travaille, mon petit frère est à l'école, donc je suis toute la journée à la maison. J'ai mes cours de CNED, mais c'est pareil de moi à m'y mettre. J'avais tellement dans la tête, là, ils sont en train de répéter. Et là, ils sont en train de faire ça. Et là, mais moi, je peux pas. Et essayer de bouger 2 secondes, mais la jambe, elle fait mal. Donc, c'est aussi, ça fait peur de dire, je suis allongée. J'essaie juste de sortir de mon lit et ça me brûle, je peux pas bouger. Le seul truc, j'avais vraiment un vide à l'intérieur, et le seul truc qui me venait, c'était de me jeter sur tout ce qu'il y avait là à la maison, et je mange tout ce que j'ai à la maison, parce que, c'est le seul truc qui me calme sur le moment. Et de ça, là, tu commences à prendre du poids. et c'est vraiment un cycle infernal qui a commencé. Et ça me fait rire, parce que moi, quand ça m'est arrivé, je me souviens vraiment de ce jour où j'étais dans mon placard à la maison, de me dire, bon, là, il va y avoir un problème, mais ça risque de durer un petit moment. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou pas? Et c'était vraiment, tant pis, je vais, tu ouvres le paquet, tu l'engloutis en 2 secondes, et là, tu fais bon. Voilà. Et ça m'a pris quand même une bonne dizaine d'années pour après arriver à moi réavoir une relation saine avec la nourriture. Alors après, j'avais quand même quand ça a commencé, j'avais déjà avant, je pense, une relation qui était pas saine avec la nourriture, ça c'est sûr. Mais oui, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de lâcher prise aussi. Et arrêter la danse m'a fait du bien. C'était devenu une obsession pour toi, la nourriture? Ouais. C'était qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? J'ai faim, j'ai trop faim, et je peux pas manger. et le petit déjeuner, alors, mais ça c'est sucré, mais ça c'est ça. Et mais là, est-ce qu'ils ont mis du beurre? Qu'est-ce qu'ils ont cuisiné? Mais il y a de l'huile. C'était horrible. Et tu penses que c'était principalement parce que t'étais danseuse? Très bonne question, ça je sais pas. Ça a pas aidé, ça c'est sûr. Après moi dans ma famille, il y a eu quelques histoires de personnes aussi avec des troubles alimentaires. J'avais une tante qui était anorexique. Je me suis dit, je tomberai jamais dans cet extrême. C'est pas moi ça. Enfin, je sais pas. Et c'est cette conviction que ça irait, que j'arriverais à m'en sortir, que ça serait plus un problème. Mais ouais, il y avait
ça a été compliqué. Enfin, à une époque, enfin, je savais toutes les calories de tout. Enfin, voilà, combien faisait une pomme, combien machin. Enfin, c'est... Tu vois des chiffres, en fait. Tu vois plus la nourriture, tu vois des chiffres. C'est très insidieux aussi, je pense, aussi quand ça s'installe. Parce que tu te rends pas compte. Puis c'est genre... Après, ça devient une habitude. Mm-hmm. Et là, après, c'est comment s'en sortir. Mais je veux juste rappeler à nos auditeurs que si jamais vous souffrez de troubles du comportement alimentaire ou que vous pensez en souffrir, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vraiment très important. Mm. Alors, ma question pour toi, Manon, c'est comment est-ce que tu t'en es sortie? Comment est-ce que déjà tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas forcément tout le monde qui pensait comme ça et qu'il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait travailler? Ben, alors moi déjà, ma maman qui voyait très bien comment j'étais, enfin voyait très bien que ça allait pas. Les mamans, toujours. Les mamans, oui, voilà, elles le savent, même si moi je pense qu'à l'époque ça m'horripilait, ça m'énervait. Si elle écoute ça, j'aurais pas rigolé, mais enfin c'était... moi à chaque fois je me dis mais non, mais ça va. T'es qui pour me dire ça? Mais tu m'aides pas, j'ai besoin de perdre du poids. Pourquoi tu m'aides pas? Et oui, enfin c'était, je me souviens, elle m'avait accompagnée, on était allé une fois, j'étais à Toulouse. Il y avait eu un panel de gens, de sportifs, même de gens, pas forcément sportifs, qui avaient des troubles alimentaires. On était allés écouter leurs discussions. Moi, j'étais un peu, mais qu'est-ce que je fais là? Ça va, moi j'ai pas de problème. Alors que je savais très bien que j'étais allée voir quelques docteurs à l'époque parce que avant que moi je tombe dans ce truc de vraiment boulimie, j'étais plus dans la restriction. Et j'étais allée voir ce docteur qui avait suivi ma tante justement. Et c'était juste un peu pour pas pour me faire peur, on va pas dire ça comme ça, mais c'était juste un peu pour me dire bon ça a l'air d'aller. Mais tu es aussi sur la limite d'où ça ne pourrait ne pas aller. Donc, mais après, voilà, quand je suis rentrée de Belgique, là, on a instauré tout un suivi avec un psychologue que j'allais voir une fois par semaine. T'avais quel âge à ce moment-là? 17. Ok, donc c'était avant d'aller à New York. Avant New York, okay. Ouais. Mais tu m'as dit que tes troubles, en tout cas alimentaires, ont duré pendant plus de 10 ans. Ouais. Donc... Mais ça a commencé vers 13 ans, 12, 13 ans. Okay. Mais là, à l'époque, moi, j'allais bien. Ouais. Dans ma tête, c'était pas un problème à l'époque. Mais donc, à 17 ans, t'as été voir un médecin? Ouais, enfin, on en avait vu quelques-uns un petit peu à droite à gauche, comme ça, sans vraiment avoir un suivi. Parce que après, moi, c'était compliqué aussi, parce que j'étais jamais sûre. Comme j'étais pas là où mes parents étaient, donc sur Tarbes au départ, à Bordeaux, moi quand je rentrais le week-end, je rentrais voir mes parents, donc voilà, on a attendu que je rentre et voilà, on avait stoppé la danse et parce que moi je voulais me remettre sur pied et c'était juste parce que moi j'étais tellement dépressive d'une certaine façon, j'étais tellement en mal-être en fait avec je faisais des crises de panique tout le temps. Enfin, c'était, je me détestais. Enfin, c'était vraiment violent en fait. Okay. Donc mes parents se disent bon, mais stop là, ça sert à la danse. C'est que de la danse. Parce que j'arrête pas de répéter. On a la vie de personne entre les mains. Enfin, c'est que de la danse. Ça devrait être que de la joie. Enfin, ça vaut pas la peine. Il y a rien. Il y a pas un boulot en compagnie, un rôle qui mérite ça. Non. Mais ça, c'est difficile de le voir quand on a 17 ans. Ah, c'est impossible. Ouais. Pour moi, en plus, j'étais juste nulle. Enfin, moi, c'était juste, t'es pas assez forte, t'as pas assez de volonté. Ouais. Et en fait, ça, je pense que c'est très dur parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont justement une discipline, une volonté de fou. C'est pour ça que souvent, on contrôle cette nourriture à 100% parce qu'on sait le faire. Et ça, on est fort, on sait être discipliné, mais c'est impossible. C'est en fait arriver à moi comprendre que ne pas arriver à trouver mon équilibre n'avait rien à voir par rapport à moi, ma valeur personnelle. Ouais. Ça a été très très compliqué. C'est quand que t'as pris conscience de ça? Ce déclic, je pense que c'est arrivé un peu dans ma 2e, 3e année à New York. En sortant d'école à New York, j'ai eu beaucoup d'années où j'ai fait d'autres petits boulots qui n'étaient pas reliés à la danse. Mais moi, en fait, ça m'a aidé à voir qu'il y avait autre chose que la danse, justement, et à renouer un lien différent avec mon corps et avec la danse, avec ce que j'aimais faire. Donc, petit à petit, en fait, je me suis dit,
en fait, c'est pas si grave que ça. Parce que moi, quand je me lève un matin et que je me trouve horrible et que, enfin, en fait, c'est que moi, là, c'est juste un problème avec moi-même et la façon dont je me vois, et c'est pas le monde à côté, les gens, rien à foutre. C'est pas. Et alors, le fait de pas avoir à me mettre devant aussi, avec les collants et le juste au corps, enfin, tous les jours, ne pas avoir à faire ça aussi, ça a été très libérateur, et ça m'a vraiment, en fait, je pense, aidé à penser à autre chose, en fait. J'ai trouvé, après moi, je me suis construit mon alimentation qui, moi, me faisait du bien, mes habitudes, et j'ai remarqué petit à petit que, ben, en fait, ouais, mais si je me donne les bonnes choses, ben, mon corps, il est content au final. Et quand mon corps est content, ben, mon esprit est apaisé. Comme mon esprit est apaisé, et ben, je fais les choses parce que j'ai envie, et je mange parce que j'écoute. J'ai réappris, en fait, à écouter mes signaux internes. Ouais. Parce que je pense que pendant toutes ces années, en fait, c'était juste en mode, t'avances. Tu mets les œillères, t'avances, et t'as faim, c'est pas grave. T'as trop mangé, justement, c'est pas grave. J'ai tellement déconnecté de tout ce que mon corps m'envoyait. Et maintenant, c'est extraordinaire de plus avoir ça. Même si, bien sûr, il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres. Des jours, il y a des séquelles, parce que c'est tellement... Comme le cerveau a tellement été... habitué. Ouais, habitué à travailler de cette façon, à penser de cette façon, bah, les connexions sont faites, donc c'est compliqué de totalement les enlever. Mais voilà, après, il y a des jours où je sais que je vais mon cerveau va vers des pensées qui sont pas forcément bonnes, on va dire, mais je les vois, je fais, bon, ben là, c'est pas... J'essaye de pas me juger, de pas être... c'est aussi, mais malheureusement, normal, on va dire... justement, du fait que je travaille avec des gens qui aussi ont un rapport au corps, avec des gens qui sont encore en train de, sont en bataille avec ça, avec leurs propres troubles alimentaires. Donc, ça peut être un peu compliqué, en fait, des fois, de ce côté-là. Parce que même si moi, avec moi-même, je suis bien, super, mais il y a aussi comment moi, j'arrive à gérer ce que je prends des autres. Et donc ça, c'est ce qui peut être compliqué des fois. Si par exemple, au bout d'une semaine, je vois qu'en fait, dans ma tête, je suis quand même en train de... et j'arrive pas, c'est là, alors, on va rappeler ma psy. Alors, on va dire, j'ai mes outils, et je sais à qui demander, et je demande de l'aide. C'est pour ça, je suis pas... Avant, c'était toujours, je veux faire ça toute seule, je veux me débrouiller toute seule parce que je peux le faire toute seule. Et je l'ai toujours fait toute seule, donc pourquoi j'aurais besoin d'aide? Mais maintenant, ouais, non, je cours beaucoup, donc j'ai un coach pour ça, et c'est pareil, il m'aide aussi quand des fois, il m'entend dire toujours les mêmes choses. Là, il dit, bon, peut-être qu'en fait, il faut enlever, peut-être que là, tu pousses un peu trop, mais tu t'en rends pas compte. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui connaissent, moi, mon parcours, et qui me connaissent en tant aussi que personne, pour pouvoir m'aider dans ces moments-là, si j'en ai besoin. Mais, c'est très présent dans ton milieu, les troubles du comportement alimentaire? Ouais. Ça fait peur, en fait, à quel point c'est... Oui. Ah ouais. Oh. Et peu importe le genre de la personne, c'est des deux côtés. Mais alors, d'autant plus, c'est incroyable que toi, t'aies réussi à t'en sortir, et que... C'est quoi l'élément si quelqu'un nous écoutait et se sentait vraiment impuissant face à sa propre situation, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que c'est le fait d'avoir commencé une thérapie? Est-ce que c'est le fait d'en avoir pris conscience d'une certaine façon? Est-ce que c'est le fait d'en avoir parlé avec des proches? Est-ce que c'est encore autre chose? Je pense que c'est un peu de tout, mais moi, je pense que c'est vraiment le moment où je me suis dit, en fait, je veux être bien avec moi-même. J'en ai marre de me détester, en fait. Ouais. J'en ai marre d'être mon pire ennemi et d'être celle qui me tape dessus le plus dur à chaque fois. Et c'est vraiment, en fait, à partir du moment où j'ai voulu consciemment juste faire mes jours par jour, ne plus penser à où je serai dans 2 semaines, dans un mois, qu'est-ce que j'essaye de faire, et jour par jour, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que je me sente bien avec moi-même. Et petit à petit, c'est vraiment retrouver moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de sortir du monde un peu de la danse et de faire d'autres choses. Donc, amener quelque chose de nouveau dans ma vie qui me faisait du bien. Donc, ça a commencé avec lire plus. Truc tout bête, mais des livres, moi, qui m'ont aidé à peut-être m'échapper un petit peu pendant un tout petit peu de temps, mais au moins pendant ce temps, je pensais pas
à ma bouffe. Ouais, non, mais ça, je pense vraiment d'avoir ce moment de me dire non mais moi aussi en fait je peux avoir une bonne journée en fait. C'est le fait d'avoir étudié aussi, je pense. Ah ouais, ça a été fitness. S'éduquer. Ouais. Je pense que ça aussi c'est très très important parce que en fait j'ai remarqué, je fais mais c'est inhumain. Je fais mais comment j'ai fait pour déjà que mon cerveau se développe. Parce qu'en plus comme là c'est à une époque où on grandit, enfin on a besoin de tout ça. Je dis mais comment j'ai fait pour c'est des choses qu'on devrait apprendre au collège. C'est à la portée de tout le monde. Toi, t'as grandi dans ce monde de la danse à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui la nouvelle génération de danseurs qui arrive et où il y a justement ces réseaux sociaux-là aussi qui font partie de leur quotidien, où non seulement il y a la comparaison au niveau de la performance, mais il y a aussi encore plus le rapport au corps. Comment tu vois ça, toi ? C'est très mal ça. C'est tellement dur de ne pas se comparer. Enfin, je veux dire, on le fait tous, mais d'avoir constamment accès à surtout une qualité, enfin des danseurs qui ont qui font des prouesses de fou, mais il faut vraiment, je pense, avoir confiance en sa propre histoire en fait. On est tous uniques, mais on a tous notre propre histoire à raconter, on a tous notre propre histoire à vivre et on va tous la vivre différemment. On sait pas ce qui va, cette personne qui est en train d'être la plus forte à 17 ans, 16 ans, j'en sais rien. Il va peut-être lui arriver un truc dans sa vie qui va faire qu'elle va peut-être décider au final de pas plus faire de danse. Ouais. Donc elle va, il y a tellement de choses, on sait pas, la vie est tellement imprévisible que ça sert à rien de perdre de l'énergie à se comparer à être quelqu'un d'autre. Enfin, je crois que c'est Kurt Cobain qui disait que essayer de passer sa vie à être quelqu'un d'autre, c'est perdre sa vie à ne pas être soi-même, la personne qu'on doit être. Donc au final, c'est vrai qu'on doit tous être, on est tous uniques, on a tous notre vie à jouer. Donc en se comparant trop, on essaye de faire comme les autres, mais comme les autres, ça marche pas forcément pour nous. C'est pour ça que c'est très important de trouver son individualité, de faire confiance à ce qu'on a à donner et avancer par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est aligné avec nous, ce qu'on veut faire, avec notre art, est-ce qu'on est avoir des valeurs qui nous tiennent en fait. Je pense que ça c'est très très important et voilà, oublier les réseaux sociaux parce que et on dit ça le lendemain de TikTok qui a été c'est vrai. Alors moi j'ai déjà eu revenu. C'est vrai. Non mais c'est drôle. J'ai quelques statistiques à te partager. Comme ça, si tu veux boire un verre, ça va te permettre de prendre un break. Donc, il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Dance Medicine and Science qui a révélé que 62% des danseurs professionnels aux États-Unis ont signalé des symptômes de dépression, un taux significativement plus élevé que dans la population générale. Et aussi, selon une enquête menée par la National Alliance on Mental Illness, 35% des danseurs professionnels ont déclaré avoir envisagé de quitter la profession en raison de problèmes de santé mentale. Ça te fait quoi, toi, d'entendre ça? Alors, ça me rend triste. Ça ne m'étonne pas, malheureusement. Mais c'est tellement triste. En fait, ça prouve à quel point on n'accompagne pas nos danseurs. C'est un monde qui est tellement dur, mais tellement dur. Enfin, on commence très jeune et c'est directement, il y a une pression de fou. On va dans des écoles, on arrive à faire notre école super. Mais après, on nous lâche une fois qu'on est lâché. Mais pareil, on nous apprend pas comment trouver un boulot, comment nos droits du travail, personne ne nous les dit. C'est des vies quand même assez précaires parce que voilà, c'est le nombre de danseurs qui peuvent vraiment faire être à plein temps, être payés à plein temps même. Ils sont pas payés tant que ça. Malheureusement, leur plein temps, selon où ils vivent, c'est compliqué. Et puis tu peux pas vraiment t'arrêter en fait, c'est pas des trucs que tu te dis ouais je vais prendre des vacances. D'accord, tu peux avoir des vacances bien sûr, mais t'es obligé de garder ton corps en état, on va dire, en forme. Donc les gens s'arrêtent pas et il y a pas de suivi en fait. On est vraiment livré à nous-mêmes, donc c'est une pression mentale à te dire faut pas que je me blesse parce que c'est mon gagne-pain. Et après c'est je fais quoi en fait après. Moi je sais que quand je m'étais blessée et pourtant là j'avais que 14-15 ans. Mais mais je vais faire quoi de ma vie? C'est un métier qui est très injuste en fait aussi parce que ton niveau de danse et à quel point tu es bon en tant que danseur, c'est aussi tellement subjectif. Ce que toi tu donnes, comment les gens perçoivent ça. Donc après oui, il y a tout ce qui est technique qui fait que oui t'es un bon danseur ou t'es un mauvais danseur. Ça, c'est
assez clair. Mais quand on parle à des gens qui ont vraiment des grands niveaux, il y a tous de très très bons danseurs, mais tu as peut-être quelqu'un qui est excellent et qui toute sa vie va se retrouver au fond à faire refaire les mêmes ballets ou pas être casté, justement, pas être pris pour certains shows ou tout le temps être en deuxième, en remplaçant en gros, mais jamais monter sur scène. Donc c'est des vies où tu dois être prêt tout le temps. Au cas où on te met sur scène, mais peut-être que tu ne seras jamais en fait. Mais après c'est pareil, est-ce qu'on va vers les castings qui nous donnent de la renommée, on va dire, ou avec des choses qui sont plus renommées, ou est-ce que je vais aller dans quelque chose un peu plus peut-être qui a moins de renommée, mais moi je vais me sentir bien et je vais pouvoir danser plus. Je pense que c'est plein de choix qu'on doit tous faire un jour dans nos vies. Mais j'ai des chiffres pour toi qui vont... Non, oui, la National Dance Education Organization a lancé des programmes visant à éduquer les danseurs et les enseignants sur l'importance de la santé mentale, incluant des modules sur la gestion du stress et la prévention de l'épuisement professionnel. Et des compagnies de danse renommées comme par exemple le New York City Ballet ont intégré des services de santé mentale pour leurs artistes, offrant des consultations psychologiques et des ateliers de bien-être. Ouais. Ça, c'est trop bien, ça. Mais oui. Il y en a tellement besoin, en fait, parce que c'est vrai, c'est un métier qui est épuisant. Et c'est tellement sur de la durée, en fait, où c'est un marathon, mais qui ne finit jamais, en fait. Donc, c'est super qu'il fasse ça, et il y en a besoin. Et il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Mais je pense que il y a tellement de danseurs maintenant. Les danseurs parlent enfin, parce qu'aussi à l'époque le problème, je pense que fallait rien dire non plus. Enfin, c'était juste non, t'es fort. Un danseur, c'est censé être c'est pour ça que les danseurs sont des très très bons travailleurs. T'avances, tu ne questionnes pas. C'est ton professeur qui te demande de faire ça. C'est ton maître. Donc il y a même pas t'as même pas besoin de réfléchir d'une certaine façon. On te demande même pas de toi avoir une réflexion de qu'est-ce que t'en penses, quoi que ce soit. Est-ce que non, c'est comme ça. Tu conseillerais toi justement à ceux qui nous écoutent et qui vivent peut-être dans un environnement stressant, compétitif, où il y a beaucoup d'attentes de performance? Prendre du temps du temps off, c'est très très important. Et même c'est vrai que je pense que tout le monde a tous peur de se dire voilà du temps de s'arrêter ou d'avoir du temps où on fait autre chose que juste arriver à trouver une balance, enfin, un équilibre entre ce qu'on veut faire et ce qui nous demande cette pression et notre vie. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de se ressourcer, en fait, de trouver des choses qui nous ressourcent. Ça fait du bien de se ressourcer, c'est pas faible. Moi, je sais qu'à une époque, je voulais pas rentrer chez moi parce que je pensais que les gens pensaient que j'étais faible si je rentrais et que je voyais mes parents. Et là, s'il y en a des jeunes qui écoutent ça, rentrez chez vos parents dès que vous pouvez, si vous êtes bien à la maison. Enfin, voilà, si ça vous fait du bien, mais rentrez, si vous pouvez vous le permettre en plus, mais vous vous faites pas du mal pour rien. Se détacher aussi un peu de ce que pensent les autres. Ah, totalement. Ah, ouais. Alors ça, moi, je pense que ça, j'arrive tout ça. C'est dur, c'est toujours très compliqué. Monde, mais parce que c'est notre vie. Enfin, les gens, ils peuvent avoir plein d'opinions. Les gens ont beaucoup d'opinions. Voilà. Et faut arriver à se détacher de ça. On aime bien faire un petit jeu, Manon, en fin d'épisode. J'adore les jeux, moi. Première question, c'est quel est ton endroit préféré à New York pour te ressourcer ou juste décompresser après une longue journée? N'importe où, tant que je peux voir l'eau, en fait. L'eau, ok. Donc, que ce soit le côté de la Hudson, tant que je peux être proche sur un banc avec voir l'eau, voir du ciel, en fait, ne pas forcément voir juste les gratte-ciel partout, voir un peu d'horizon, en fait. Dès que je peux voir un peu qu'il y ait de l'eau et de l'horizon, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Où se cachent les pépites de spectacles de danse à New York à absolument connaître, qui sortent un peu de Broadway et tout ce qu'on connaît? Alors, CPR, ils sont c'est une salle de spectacle à Brooklyn. Ils ont souvent une super présentation avec des super compagnies plus contemporaines. C'est une boîte blanche, donc le sol est blanc, les murs sont blancs. Okay. Donc nous, on avait travaillé avec la compagnie Smashworks, on avait fait de la vidéoprojection dessus. Donc il y a toujours des trucs un peu cool. Arts on Site, ils sont vers St. Mark Place, c'est un peu plus petit.
Et là, il y a plein de trucs. Il peut y avoir du théâtre, des choses claquettes. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ces deux-là, ils sont bien. Quel est ton snack ou ton plat doudou qui te fait du bien après une journée difficile? Ou mon plat doudou, les pâtes au fromage. Les pâtes au fromage avec un cube, mais beaucoup. Alors, du fromage aux pâtes. Ok, c'est ça. Okay. Nickel. Avec beaucoup de fromage. Ce serait quoi une idée reçue sur les danseurs professionnels que tu aimerais absolument déconstruire? Ils sont coincés, cucu. Non, t'es pas cucu ni coincé. Non, on est cool, on est gentils. Ouais. Un endroit à New York où t'aimes aller et qui inspire un petit peu ta créativité et un peu de sérénité aussi. J'aime beaucoup la High Line. Ce côté vert, mais aussi comme très urbain, très New York. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un livre, un film ou une musique qui t'a particulièrement inspirée ou aidée dans ton parcours de danseuse et que t'aimerais nous partager? Oh, maintenant, vous allez rire. Alors moi, un film qui, je pense, a été mon film préféré. Alors, je sais pas si ça m'a aidé, mais le film Rocky. C'est trop bête. Mais quand j'ai vraiment un coup de mou, le regarder, ça me... On va y arriver. On va y arriver. Le match n'est jamais fini. On continue à pousser. Je sais pas, moi, ça m'a toujours redonné un coup de peps, bizarrement, mais en livre... The Body Keeps the Score. Celui-là, il est génial, et Les Vertus de l'échec. Je le recommande de Charles Pépin, c'est en français. Je le recommande à tout le monde, juste sur l'échec en général et comment nous, en France, on a une vision de l'échec, on va dire, par rapport à... Il le compare aux États-Unis, en France, si tu échoues, tu es un échec, c'est la fin du monde. Alors que ici aux États-Unis, c'est juste que justement, tu as commencé à essayer de trouver ta voie et que ça te permet d'avancer, de te connaître mieux. Et moi, ça m'a vraiment... Pareil, c'est un petit que je garde avec moi et que je relis de temps en temps et qui me fait du bien. Ouais. Si tu pouvais relever un défi complètement hors de ta zone de confort. Faire le Ninja Warrior. C'est quoi ça? C'est des trucs de parcours, en fait, où t'as des obstacles. C'est très, 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 très difficile. Okay. Mais ça a l'air génial, j'aimerais trop le faire un jour. Okay. Et ma dernière question pour toi, ce serait quoi ton mot de la fin pour cet épisode? Croire en soi. Faut se laisser tranquille aussi. Faut arrêter d'être... Des fois, on peut être notre pire ennemi. Faire attention, en fait, à comment on se parle à nous-mêmes. Des fois, on se rend pas compte qu'on se met des bâtons dans les roues toute seule. On se fait des montagnes de tout, en fait, non. Donc, tout arrive en son propre temps. Se laisser du temps, ça, voilà, c'est pour ça que d'avoir des plantes, un truc qui m'a beaucoup aidé, d'avoir des plantes, et de voir à quel point ça prend du temps, t'as l'impression qu'elles grandissent pas. Et si tu prends des photos d'un an après, tu fais non, en fait, non, ça grandit doucement, et ça... On est pareil, on est des plantes, on prend du temps. Ouais. Se donner le temps de passer par toutes les étapes par lesquelles on a besoin de passer. Ouais. On doit passer par des zones inconfortables pour arriver à la meilleure version de nous-mêmes, mais c'est un travail qui finit jamais, en fait. Arrêter de se dire, voilà, j'ai un objectif, et c'est ça, et après, non, c'est toute la vie, et se faire confiance. On a une intuition qui est très, 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 très forte, je pense, en tant qu'humain. On oublie de l'écouter beaucoup, beaucoup de fois. Et je pense que notre corps est très, très, très fort pour nous rappeler à l'ordre aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Manon. Avec grand, grand, grand plaisir. J'espère que ça pourra aider quelques personnes. Je suis sûre. Je voulais aussi remercier nos écouteurs. Je vais aussi remercier nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à vous entourer, à demander de l'aide si vous vivez des choses difficiles, que ce soit des troubles du comportement alimentaire ou alors une dépression, si vous avez des problèmes, pensez avoir des problèmes de santé mentale. Merci encore, Manon. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.